On entend souvent une idée revenir dans le débat sur le racisme. Une idée qui semble simple, une idée qui paraît même logique. Cette idée, c'est que pour vaincre le racisme, il faudrait devenir plus intelligent. Étudier davantage, maîtriser la langue, produire des chercheurs, des écrivains, des philosophes, des scientifiques. Et à première vue, cette idée paraît difficile à contrer. Après tout, la connaissance est une bonne chose, l'instruction est une bonne chose, la maîtrise du langage est une bonne chose. Je suis moi-même quelqu'un qui aime lire, j'aime réfléchir, j'aime discuter, comprendre le monde. Ce n'est pas une attaque contre l'intellectualisme, au contraire. Mais une question me dérange. De quel intellectualisme parle-t-on exactement? Parce que le problème commence ici. Quand certaines personnes parlent d'intellectualisme, elles parlent souvent d'une forme très particulière d'intelligence. Les diplômes, l'université, les livres, la recherche, les conférences, les essais philosophiques. Mais est-ce vraiment cela l'intelligence? Ou est-ce seulement une partie de l'intelligence? Car lorsqu'on regarde le monde, on découvre quelque chose d'étrange. Les êtres humains sont intelligents de 1000 façons différentes. Prenons un exemple simple. Albert Einstein était un génie de la physique. Personne ne contestera cela. Mais imaginons-le face à un cultivateur qui travaille la terre depuis 40 ans, qui connaît les saisons, les plantes et les sols, qui sait reconnaître une maladie avant même qu'elle ne soit visible. Dans ce domaine-là, Einstein ne serait plus le génie. Le cultivateur possède un savoir qu'Einstein n'avait pas. Alors, lequel des deux est intelligent? Les deux. Pas de la même manière, mais les deux sont intelligents. Et c'est là que je commence à avoir un problème avec certaines définitions de l'intellectualisme. Parce qu'elles réduisent parfois l'intelligence à ce qui est reconnu par les institutions. Comme si l'université était la seule forme légitime du savoir. Comme si la pensée devait obligatoirement passer par les livres. L'expérience humaine est beaucoup plus vaste. Je vais prendre un exemple personnel. Ma grand-mère. Ma grand-mère n'a pas fait de longues études. Quand elle parle français, elle fait parfois plein d'erreurs. Peut-être même la plupart du temps. Elle confond certains mots. Elle place parfois la à la place d'un le. Certaines personnes pourraient écouter cela et conclure elle n'est pas très instruite. Mais ces mêmes personnes changeraient probablement d'avis après quelques minutes avec elle. Parce que ma grand-mère est une commerçante et lorsqu'il s'agit de calculer des prix, des bénéfices, des pourcentages ou des quantités, elle est redoutable. Elle effectue mentalement des calculs qui prendraient du temps à beaucoup de personnes diplômées. Elle connaît l'étape de multiplication par cœur. Elle sait gérer des transactions complexes, négocier, anticiper les comportements des clients. Elle possède une intelligence économique construite par l'expérience. Et lorsqu'elle parle dans sa langue maternelle, le fond, elle utilise des proverbes, elle développe des réflexions philosophiques. Oui, elle peut débattre sur des questions philosophiques en sa langue maternelle. Elle transmet des idées profondes, elle possède une vision du monde. Je me souviens qu'on m'avait raconté une histoire sur le bien et le mal. Deux amis qui discutent et puis un jour, le bien va poser la question au mal. Mais moi je te fais tout le temps du bien, pourquoi toi tu me fais du mal? Le mal répond en disant que je ne t'ai jamais demandé de me faire du bien. Alors, dites-moi, est-elle moins intelligente parce qu'elle ne maîtrise pas la langue française ou simplement que son intelligence s'exprime autrement? Et c'est ici que je pense que beaucoup de discussions sur l'intellectualisme ratent quelque chose d'essentiel. Nous confondons l'intelligence avec les formes d'intelligence qui sont socialement valorisées. Pourtant, il existe l'intelligence pratique, l'intelligence sociale, artistique, stratégique, linguistique, mathématique, émotionnelle, artisanale. Et chacune de ces formes n'annule pas les autres. J'ai connu des personnes en difficulté à l'école qui étaient pourtant d'excellents stratèges. Des personnes capables de coordonner des dizaines, parfois même des centaines de joueurs dans des jeux en ligne. Des personnes capables d'organiser des groupes, de résoudre des problèmes complexes, de gérer des conflits, de prendre des décisions rapidement. L'école ne voyait pas toujours leur intelligence, mais elle existe. Maintenant, revenons à la question du racisme, car c'est là que je commence à me poser des questions. Parce que cette phrase semble contenir un présupposé dangereux. Elle semble dire que le respect doit être mérité, comme si on devait prouver sa valeur pour être considéré comme un être humain à part entière. Mais pourquoi? Pourquoi faudrait-il prouver sa valeur? Et surtout, pourquoi certains groupes devraient-ils la prouver davantage que d'autres? Prenons les grands intellectuels noirs, des hommes comme Cheikh Anta Diop, comme Martin Luther King Jr., des chercheurs, des écrivains, des scientifiques, des penseurs. Ils maîtrisaient les codes intellectuels, ils produisaient des connaissances et pourtant, ils ont connu le racisme.
Alors, une question se pose. Si même les classes intellectuelles subissent le racisme, comment peut-on prétendre que l'intellectualisme est une solution suffisante? Cela ne signifie pas que l'éducation est inutile, bien au contraire. L'éducation donne des outils, elle permet de mieux comprendre le monde, de mieux se défendre, de mieux argumenter, elle permet parfois d'accéder à des postes de pouvoir. Mais elle ne supprime pas automatiquement les préjugés. Parce que le racisme ne se repose pas toujours sur l'ignorance. Parfois, il survit malgré les réussites. Il survit malgré les faits. Et il y a une autre chose qui me dérange. Lorsque l'on dit que les Noirs doivent prouver leur valeur, on oublie souvent quelque chose. L'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour produire de l'intelligence. L'Afrique n'a pas attendu la colonisation pour penser, pour créer. Le royaume africain existait, les réseaux commerciaux existaient, les systèmes philosophiques existaient, les traditions ethniques, métallurgiques, le savoir médicaux, les langues, la cosmogonie, les formes de poésie existaient, les connaissances existaient. Alors, peut-être que le problème n'est pas l'absence d'intelligence, mais la reconnaissance de certaines intelligences et l'invisibilisation d'autres. Parce qu'au fond, lorsqu'un scientifique découvre une loi physique, nous appelons cela de l'intelligence. Mais lorsqu'un ancien transmet une philosophie entière à travers des proverbes, pourquoi cela serait-il moins intelligent? Pourquoi un savoir serait-il considéré comme supérieur à un autre? Je pense donc que la véritable question n'est pas les Noirs sont-ils assez intelligents? La véritable question est qui décide de ce qui mérite d'être appelé intelligence? C'est une question beaucoup plus profonde parce que derrière elle se cache une autre interrogation. Le respect humain doit-il dépendre d'une démonstration de compétence? Pour ma part, je ne le pense pas. Je crois que la connaissance est importante. Je crois que lire est important. Tout comme réfléchir, développer son esprit, mais je refuse l'idée que la dignité humaine dépend de ces choses, car un être humain mérite le respect avant même d'avoir prouvé quoi que ce soit. Et si nous devons constamment prouver notre valeur pour obtenir un respect que d'autres reçoivent déjà, alors peut-être que le problème n'est pas notre intelligence, peut-être que le problème est ailleurs. Et c'est justement ce qu'il faut avoir le courage de questionner. Une pause pour vous demander de vous abonner, de partager, de commenter. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de thèmes sensibles qui sont abordés. Je n'ai pas la science infuse, donc je peux me tromper sur pas mal de sujets. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi d'en discuter. Pour ceux qui aiment ce genre de contenu, laissez un like. Prenez-moi comme un petit frère qui aime poser des questions. Retenons à la vidéo. Après avoir parlé des différentes formes d'intelligence de l'histoire africaine, des savoirs oubliés et du fait que la dignité humaine ne devrait pas dépendre d'un niveau d'études, une autre question apparaît naturellement. Si l'intellectualisme est censé combattre le racisme, pourquoi l'histoire semble-t-elle raconter autre chose? Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui me dérange personnellement. Si l'intellectualisme est vraiment ce qui permet de vaincre le racisme, alors pourquoi les personnes considérées comme les plus intelligentes n'ont-elles pas été les premières à reconnaître la valeur des Noirs? Parce que lorsqu'on regarde l'histoire, on découvre quelque chose d'assez étrange. Des philosophes, des anthropologues, des biologistes, des théologiens, des professeurs d'université, des hommes considérés comme brillants, tous ces gens-là avaient accès aux livres, aux études, aux connaissances, et pourtant, beaucoup d'entre eux ont participé à des théories raciales. Certains ont justifié l'esclavage, d'autres la colonisation, d'autres encore les hiérarchies entre les peuples. Ce qui signifie quelque chose de très important. Le racisme n'est pas simplement une absence d'intelligence, sinon les plus intelligents auraient été moins racistes. Or, l'histoire ne nous montre pas cela. Elle nous montre même parfois le contraire. Elle montre que l'intelligence peut servir à comprendre le monde, mais qu'elle peut aussi servir à justifier des préjugés déjà présents. Et c'est là qu'apparaît une deuxième contradiction. Parce qu'au fond, lorsque quelqu'un dit « les Noirs doivent devenir plus intellectuels pour être respectés », une idée implicite se cache derrière cette phrase. Votre valeur n'est pas encore évidente. Et je trouve cela profondément étrange. Pourquoi devrait-il prouver son humanité? Pourquoi devrait-il être exceptionnel pour recevoir ce qui devrait être normal? Pourquoi devrait-il produire des prix Nobel, des philosophes, des chercheurs et des génies simplement pour être considérés comme des êtres dignes de respect? Parce qu'au fond, le respect ne devrait pas être une récompense. La dignité humaine n'est pas un diplôme. Elle n'est pas un privilège réservé aux meilleurs. Et puis, même en acceptant cette logique, quelque chose ne fonctionne toujours pas. Car les corps intellectuels noirs ont existé. Cheikh Anta Diop, Martin Luther King, toute une liste de penseurs et de personnes qui ont contribué au savoir de l'humanité. Et bien d'autres encore. Des hommes brillants, cultivés, des hommes
respectés pour leurs travaux, et pourtant, ils ont connu le racisme. Alors la question devient simple. Si même les génies subissent le racisme, combien de génies faudrait-il encore produire? Faudrait-il que chaque noir devienne Cheikh Anta Diop? Faudrait-il que chaque enfant noir devienne un prix Nobel? Faudrait-il être extraordinaire pour recevoir ce qui devrait être ordinaire? Et c'est là que je pense qu'il y a une erreur dans la manière de poser le problème. On dirait que l'on recherche à résoudre une question morale avec des outils intellectuels. Or, ce n'est pas la même chose. Et cela apparaît très clairement dans la vie quotidienne. Essayez de discuter avec quelqu'un qui est déjà persuadé d'avoir raison, quelqu'un qui a grandi dans certaines idées, quelqu'un qui possède déjà une vision du monde. Vous pouvez apporter des statistiques, des livres, des preuves, des articles, des témoignages, des faits. Parfois, cela ne change absolument rien. Vous avez même l'impression de parler à un mur. Pourquoi? Parce que l'être humain ne vit pas seulement avec la logique. Nous vivons aussi avec nos émotions, nos habitudes, nos environnements, notre famille, notre culture, nos croyances. Le racisme fonctionne souvent de cette manière. Il n'est pas forcément d'une réflexion rationnelle, il peut devenir une habitude mentale, une façon de voir le monde, une hiérarchie inconsciente, une représentation héritée. Alors, naturellement, une autre question se pose. À quoi sert donc l'intellectualisme? Parce qu'il serait faux de dire que ça ne sert à rien. Au contraire, je pense qu'il est extrêmement utile, mais peut-être pas là où nous le croyons. L'intellectualisme permet de comprendre les lois, de pouvoir se défendre, d'écrire, de transmettre des informations, d'énoncer, de répondre. Ça permet d'avoir accès aux universités, aux médias, aux institutions, aux lieux où se prennent les décisions. Il permet aussi de produire des idées, de créer des lois, de faire entendre certaines voix. Mais cela ne signifie pas détruire automatiquement le racisme, parce qu'une personne peut connaître vos droits et pourtant les ignorer. Une société peut écrire des lois et pourtant appliquer ces lois différemment. Les textes peuvent être justes, mais leur application peut être imparfaite. Essayons un peu d'imaginer. Voyons l'intellectualisme d'une manière différente. L'intellectualisme ressemble un peu à un couteau suisse. C'est un outil utile, très utile. Il peut protéger, il peut aider, il permet de se défendre, mais face à quelque chose d'immense, il reste un petit outil. Car le racisme n'est pas seulement individuel. Il peut être culturel, il peut être historique, il peut être institutionnel, il peut être implicite, il peut exister dans les habitudes, dans les représentations, ainsi que dans l'imaginaire ou même dans la médecine. Et face à tout cela, un petit couteau reste un petit couteau. Il est précieux, mais il ne détruit pas une machine entière. Alors, peut-être que la véritable force de l'intellectualisme n'est pas de vaincre le racisme, mais peut-être qu'elle se situe ailleurs. Parce que, au final, les juges sont des êtres humains, les journalistes, les médecins, les professeurs, les chercheurs, et plus les liens de pouvoir sont diversifiés, plus certaines réalités deviennent visibles. Non pas parce que une couleur sera supérieure à une autre, mais parce qu'un groupe ne possède à lui seul toute la compréhension du monde. Peut-être essayons-nous de résoudre un problème culturel avec des outils scolaires. Mais les diplômes ne guérissent pas forcément les préjugés. Sinon, les intellectuels du passé n'auraient jamais été racistes. Sinon, les scientifiques n'auraient jamais justifié l'injustifiable. Sinon, les génies auraient été incapables d'haïr. Et pourtant, ils l'ont fait. Alors, peut-être que le problème est plus profond. Peut-être que l'intellectualisme n'a jamais été destiné à vaincre le racisme, mais peut-être qu'il est plutôt un moyen de ne pas se laisser écraser par lui. Un moyen de se défendre, de construire, de créer, d'écrire, de protéger ses droits. Et pas nécessairement de changer le cœur des hommes. Car au fond, le racisme n'est peut-être pas une maladie de l'intelligence, mais une maladie du regard. Et les maladies du regard ne disparaissent pas toujours devant l'épreuve. Elles disparaissent parfois lorsque les sociétés changent, lorsque les habitudes changent. Cela demande peut-être quelque chose de plus vaste qu'un simple niveau d'études. Au final, la question n'est peut-être pas l'intellectualisme peut-il vaincre le racisme, mais plutôt demandons-nous à l'intellectualisme une mission qui n'a jamais été
la sienne.